vous parlez pas, on va dire, en termes de questions. Donc bonjour à tous déjà, merci d'être là aujourd'hui. Cette réunion en visio, on va dire, et alors j'ai partagé mon PowerPoint, pardon. Tic, 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 tic. Voilà, c'est ça. Hop. Donc je ne vous vois plus. Je mets en grand écran. Voilà, donc cette réunion aujourd'hui est donc organisée dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt, donc ce qu'on appelle un AMI, qu'on a appelé Transition environnementale en santé en Nouvelle-Aquitaine. Hein, voilà. Donc c'est un AMI qu'on a porté en tant que ADI, donc l'Agence de développement et d'innovation. Je dis on parce qu'il y a donc Suzanne Poitou qui est à mes côtés, qui prendra voilà, le relais en fin de visio. Et donc cette AMI, voilà, hein, c'était vraiment pour booster, on va dire, des produits de santé durables au sein des entreprises et que ça puisse être potentiellement testé en établissement de santé. Donc aujourd'hui, on est vraiment là pour deux objectifs. Si j'arrive à passer, voilà. L'objectif, c'est donc que les entreprises, il y a 4 entreprises aujourd'hui donc, ont été sélectionnées pour présenter leurs projets, pour trouver un ou plusieurs sites d'expérimentation en établissement. Et après, donc forcément, au niveau des établissements, que vous puissiez mieux connaître ces projets, pouvoir poser des questions. Donc, il y aura la possibilité d'avoir donc une session questions pour pouvoir après vous positionner en tant que site d'expérimentation. Donc voilà, moi je vais faire une petite introduction. Les 4 projets qui seront présentés aujourd'hui, donc ce sera la société Ambu, ce sera Myriam Boudil qui représentera la société, et donc ça concernera le recyclage des endoscopes. La deuxième, alors, pardon, je me suis trompée, c'est Guialto, parce qu'on va faire par ordre alphabétique. La deuxième société, ça va être donc Guialto, donc c'est Guillaume Mathis qui présentera un chariot de ménage donc éco-conçu. Et le but, c'est de l'éco-concevoir avec les établissements de santé. La troisième entreprise, donc c'est Sanodev, donc qui sera donc présenté par Fanny Métro, et ça sera sur un système de désinfection, soit de l'air, soit aussi des produits. Et enfin, donc la quatrième entreprise, c'est Somo Engineering, donc c'est Maud de la Belle Issue, et ce sera autour de tout ce qui est un bandeau pour suivre le sommeil des patients. Et donc c'est d'éco-conception, etc., avec les établissements. Et enfin, Suzanne nous parlera un peu des étapes qu'on vous propose pour faire suite à cette réunion, un petit peu comment les établissements se mettent en lien avec les entreprises, qui choisit quoi, quels documents mettre en place. Voilà, on vous proposera une marche à suivre, on va dire, au niveau des bonnes pratiques. Alors, voilà, donc l'objectif de l'AMI, hein, c'était vraiment de booster les entreprises pour dire, voilà, ils font des produits de santé, et donc comment elles peuvent être moins impactantes pour l'environnement. Cette AMI, en fait, elle inclut donc un comité de sélection qui a été mis en place. Et ce comité de sélection, il y a tout ce qui est développement économique avec nous en tant qu'ADI, mais aussi le conseil régional et Alicena qui est le cluster santé. Voilà. La petite main à côté du conseil régional, ça veut dire que c'est ceux qui financent cette AMI. Donc là, on a 2 financeurs, on a le conseil régional et on a aussi l'ADEME, comme on le voit un peu en dessous. On a bien sûr intégré des structures côté santé, donc il y a l'ARS, avec, je crois, aujourd'hui Nabil qui est présent. Il y a le GCS Achat, donc c'est tout ce qui est plutôt centrale d'achat, avec Vincent Martinez qui est présent. Et il y a ADSNA qui est plutôt sur l'accompagnement des établissements dans leur transition environnementale. Et enfin, donc tout ce qui est écologique, transition écologique, et donc il y a l'ADEME, qui est donc aussi financeur de cette AMI, et Soltena, qui est le cluster qui accompagne les entreprises, mais aussi potentiellement les établissements dans leur transition. Pour vous redire, au niveau des axes de cette AMI, il y a 2 axes pour les entreprises, que c'est les entreprises qui postulent, donc ils nous ont rempli et proposé des dossiers en juin, juillet, et ils peuvent avoir un côté éco-conception. Donc là, en général, ils sont accompagnés par un prestataire.
mais aussi tout ce qui est expérimentation en établissement. Et c'est aujourd'hui qu'on on est sur cet axe-là, sur la recherche de sites. Et pour info aussi, il y a 2 vagues de candidatures. Donc, il y a une vague qui a été donc clôturée en juillet, donc juin-juillet. Et c'est aujourd'hui les 4 projets qui ont découlé de cette première vague. Et pour information, pour les établissements, il y a une autre vague qu'on ouvre en janvier-février auprès des entreprises. Et donc, voilà, à peu près en mars ou avril, on organisera de nouveau une réunion de la sorte avec les nouveaux projets qui auront été sélectionnés. Donc, voilà, sachez que c'est une réunion qu'on pourra refaire dans quelques mois. Alors, quel est l'intérêt, en tout cas, nous, on a listé et qu'on a perçu pour les établissements de santé pour expérimenter? On peut avoir 2 axes. Il peut avoir vraiment en interne un établissement, effectivement, c'est travailler sur une thématique que vous avez envie de développer en tant qu'établissement. Ça peut être les déchets, ça peut être les achats, ça peut être voilà, des choses comme ça. Ça peut aussi favoriser une réflexion transversale parce que là, l'idée, c'est pas juste d'essayer le produit, c'est aussi de voir au niveau des achats, est-ce que vraiment c'est des choses des produits que vous pourrez acheter, quels pourraient être peut-être les indicateurs qui seraient intéressants pour les acheteurs, puis aussi peut-être pour la gestion des déchets. Quand on achète un produit, il y a forcément un déchet derrière. Donc, c'est vraiment essayer de voir sur toute la chaîne autour de l'établissement, voilà, que les différents services soient impliqués dans cette expérimentation. Et puis, travailler en externe, donc c'est-à-dire intégrer une dynamique d'expérimentation régionale, donc avec l'AMI et puis potentiellement aussi avec ADSNA qui, je sais aussi, fait des différentes actions. Ça peut être de collaborer avec les industriels. Ça, c'est quelque chose peut-être d'un petit peu plus innovant ou en tout cas différent. On a moins l'habitude de le faire. Pas forcément vraiment dans un axe purement commercial, mais vraiment dans un axe de collaboration et de créer ensemble un produit qui sera vraiment pertinent autant pour l'industriel que pour l'établissement, mais aussi en faisant attention au côté environnemental. Et puis enfin, après, il y a tout ce qui est aussi, bien sûr, de la com, de l'image de l'établissement innovant. C'est vrai qu'on sent que de plus en plus, dans les établissements, il y a cette dynamique-là. Donc, ça peut contribuer et voilà, pouvoir tester des produits, ça permet aussi d'augmenter peut-être un petit peu la sensibilisation aussi en interne. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons 4 produits, donc 4 entreprises aujourd'hui. Donc, Ambu avec les endoscopes, Gialto avec les chariots de ménage éco-conçus, Sanodev avec donc tout ce qui est désinfection et Somno Engineering avec tout ce qui est bandeau et sommeil des patients. Voilà pour ma part, je crois que j'en ai fini pour cette introduction. Est-ce que, avant qu'on parte sur la présentation par les entreprises, est-ce que vous avez des questions, peut-être? Gaëlle, est-ce que tu peux nous dire qui est autour de la table côté établissement de santé? Oui, alors là, du coup, je vais juste enlever. Je ne sais pas si tu entends du coup. J'ai entendu Ariel. Bonjour Ariel. Oui. Alors, attends. Tic, 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 tic. Donc, il y a 27 personnes. Je sais pas si... Vous avez accès, je crois, non Il y a des prénoms, mais... Oui. Alors, écoutez, nous, on ne connaît pas tout. Est-ce que... Peut-être on fait un rapide tour de table parce que nous, on va aussi avoir du mal pour les établissements. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que je vous dise, parce que je sais qu'on n'a pas tous le même affichage. Donc, je vous appelle, mais c'est pas très... Mais voilà. Donc, 2C. Je ne sais pas qui a marqué 2C. 2C, c'est moi. C'est un établissement public médico-social avec 2 sites EHPAD, un SIAD et de la location. Très bien. Qui est situé à quel endroit? À côté de Niort, 79. D'accord, à côté de Niort, ouais. Dites bien l'endroit parce que je pense que pour les entreprises aussi, c'est intéressant que ça ne soit pas peut-être trop loin, on va dire. Voilà, super, merci beaucoup. À Bousseau. Alors, hop, vous m'entendez? Oui.
C'est parfait. Oui, donc Anne Bousseau, je suis PH en hygiène au CHU de Poitiers et donc j'écoute cette visio avec ma collègue Florence Sirot qui est infirmière en hygiène. Parfait. Arnaud Auchard. Oui, bonjour, Arnaud Char, chargé de contrat et valorisation au CH de La Rochelle. Bien. Camille Vinclair. Bonjour, Camille Vinclair, moi je suis médecin en réanimation à l'hôpital de Bayonne. Excellent, merci. N'hésitez pas, si en tout cas vous êtes OK, à mettre votre caméra, comme ça on peut voir qui vous êtes. Donc le CH de Dax, du coup, voilà, tout à l'heure, il y a eu une présentation. CHU de Poitiers, donc là, peut-être c'est une autre personne. Bonjour, vous nous entendez? Très bien. Ok, donc nous sommes deux. Je suis avec mon collègue Stéphane qui est un IAD, qui est porteur du projet du Green Bloc au CHU. Et moi, donc, Madame Duverger, la coordinatrice en transition écologique. Donc en tout, on est 4, puisque Anne s'est déjà présentée avec sa collègue. Excellent. Voilà. Yannick Denot. Bonjour à tous, je suis directeur innovation et RSE pour le pôle Aquitaine de Ramsey Santé. Voilà, donc au niveau de Biarritz. Alors là, ce n'est pas un établissement de santé, mais j'en profite. Esmeralda Antunes, tu peux te présenter au niveau de la région. Esmeralda Antunes, chargée de mission en santé à la région Nouvelle-Aquitaine. Je me suis sur cette AMI. Ed Chart. Oui, bonjour, Unai Etchart, conseiller en transition écologique à l'hôpital de Bayonne et sur le GHT Côte Basque Navarre en général. Super. Françoise Louis, je ne sais pas comment on dit. Madame Witt? Non? Bon. Jérémy Gris. Oui, bonjour, Jérémy Gris, responsable des achats au GHT de Saintonge en Charente-Maritime. Très bien, merci. Guillaume, non, c'est bon, c'est Guelto. Donc, Honorine Bernard, du coup, peut-être, tu t'es présenté, mais tout à l'heure, il n'y a peut-être pas tout le monde connecté. Honorine Bernard, je suis chargée de projet en développement durable pour le groupement hospitalier de territoire de la Charente et donc je suis accompagnée d'une partie de l'équipe pharmacie et stérilisation de l'hôpital. Excellent, merci. Isabelle Aguerre. Oui, bonjour Isabelle Aguerre, donc chargée de mission en transformation écologique au centre hospitalier de la Côte Basque à Bayonne, Pyrénées-Atlantiques. Parfait. Laurent Jarry, du coup, j'en profite. C'est l'ADEME. Bonjour à tous, bonjour Gaël. Donc Laurent Jarry pour l'ADEME en Nouvelle-Aquitaine, voilà, sur le pôle économie circulaire et partenaire de l'ADI dans cette opération et d'autres d'ailleurs. Exactement. Bernard Jourdain. Bernard Jourdain, chargé de développement durable, centre hospitalier Niort et Nord de Sèvres, et président de la DCNA, qui a suivi le dossier depuis le départ. Exact. Léa Peraga. Je suis chargée de projet à l'hôpital du Bouscat, donc ça fait Bordeaux. D'accord, l'hôpital du Bouscat, c'est ça? D'accord. LG. Bonjour. Je sais pas. Ah, pardon. Bonjour, je suis Léa Gonnet, je travaille à l'hôpital de Périgueux. Excellent. Et après, je sais qu'il y a une personne qui est rentrée, que j'ai fait rentrer et qui n'a pas parlé, je crois. Non. Oui, Tous les bonjour. établissements. Oui. Sacha Rigal, voilà. donc conseiller en maîtrise de l'énergie basé au centre hospitalier de Pau. Voilà, donc j'accompagne notamment le centre hospitalier de Pau dans la transition énergétique et écologique de leur établissement. Parfait. Et il y a aussi le CHU de Bordeaux. CHU de Bordeaux. CHU de Bordeaux. Ah, je ne l'ai pas vu. Hop. Il y a peut-être des personnes qui... Tu l'as vu? Oui, on a Françoise Louis. Françoise, oui. Ah oui, voilà, mais qui du coup n'a pas... J'ai proposé, mais... Qui n'a pas pu parler peut-être tout à l'heure. Non. Françoise, oui, non, a priori du CHU de Bordeaux. Est-ce qu'il y en a d'autres peut-être qu'on a... Est-ce qu'il y a des personnes que je n'ai pas mentionnées au niveau des établissements, entre autres? Oui, bonjour.
Bonjour. Sébastien Bastegui et ma collègue Fabienne Laramendi, on fait partie de l'équipe opérationnelle d'hygiène de l'hôpital de Bayonne. Très bien. Parfait. Bon, bah, merci. Super. Effectivement, oui, je vois que vous n'avez pas de micro, du coup, madame. Ok. Oui. Donc, OK. C'est noté. OK. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions par ailleurs sur que ce soit l'AMI ou après en fin de réunion, on a bien sûr prévu aussi des questions. Il y aura des questions après chaque présentation hein, d'entreprise aussi. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à essayer d'écrire vos questions si ça vous vient. Bon, bah, écoutez, je vous propose qu'on commence. Donc, Myriam, au niveau de la société en but, je te laisse prendre la main. Vous avez le micro coupé. Bonjour à tous, vous m'entendez maintenant? Et vous voyez bien mon écran? Oui. Super, merci. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter notre projet d'ouverture d'une filière de recyclage pour les endoscopes à usage unique que l'on commercialise. On sait que dans les établissements de santé, les déchets, ça peut être un problème parce qu'il y en a beaucoup. Et forcément, en plus, les déchets qui sont assez complexes, considérés comme dasseries de plastique souple et complexe, c'est d'autant plus compliqué à recycler. Donc aujourd'hui, on est là pour vous proposer de travailler sur les endoscopes à usage unique, mais ça amènera potentiellement à une ouverture, à une réflexion sur d'autres dispositifs médicaux ou d'autres déchets. Concernant la présentation globale de l'entreprise, Ambus est une entreprise danoise qui existe depuis plus de 80 ans. En 2009, on a lancé le premier bronchoscope à usage unique au monde. Et donc, on est devenu, on est considéré comme leader de l'endoscopie à usage unique. Et donc, on travaille en collaboration avec nos clients pour repenser les solutions et répondre aux besoins des hôpitaux, des cliniques et des services d'urgence. Donc, Ambu va offrir des solutions stériles à usage unique dans 3 domaines essentiels: l'endoscopie, l'anesthésie et le monitorage des patients. Donc, notre engagement, c'est vraiment d'améliorer les soins de santé pour les patients, les professionnels de santé et les établissements de santé. Donc, on a un siège en France qui est à Bordeaux. Donc, en tant que leader de l'usage unique, c'est vraiment important pour nous de donner l'exemple en matière de durabilité. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important pour nous de trouver une solution pour nos endoscopes à usage unique. Donc, forcément, vu qu'on commercialise de l'usage unique, on se sent concerné par les déchets que ça engendre dans les établissements de santé. Sans oublier que Ambus est une entreprise qui est danoise, et donc forcément, Danemark, il est considéré comme un pays qui est en avance en matière de développement durable par rapport à de nombreux pays en Europe ou dans le monde. Donc, c'est également pour cette raison que ce projet est important pour nous. Il faut qu'on trouve une solution pour recycler les déchets complexes que vous avez dans les établissements de santé. Essayez de diminuer les dasseries que vous avez pour pouvoir déplacer l'endoscope. Donc, je vais vous présenter rapidement les différents types d'endoscopes qu'on vend aujourd'hui en France. Donc le bronchoscope, le cystoscope, le rhinolaryngoscope, le gastroscope et le duodénoscope. Donc ça, c'est les produits qui sont déjà sur le marché et que l'on vend en France. Donc certains d'entre vous peuvent se sentir plus concernés par certains ou d'autres. Aujourd'hui, celui qu'on va le plus retrouver dans les établissements de santé en France, ça va être le bronchoscope, la Scope 4 Broncho. Mais ce projet, il concerne bien évidemment tous les endoscopes à usage unique d'Ambu. Donc forcément, ce qui va être pertinent aussi et en plus que de recycler
simplement, c'est d'évaluer l'impact que ça va engendrer, que ça va engendrer ou améliorer avec le recyclage. Donc pour cela, ce qui est important à réaliser, c'est une analyse de cycle de vie. Pas juste créer une filière de recyclage comme ça, mais vraiment mesurer l'impact que ça va engendrer. Donc on ne veut pas recycler juste pour recycler, mais calculer les émissions que ça va générer et s'apercevoir à quel point c'est efficient. Donc avoir une idée d'amélioration au fur et à mesure des résultats qu'on va avoir, au fur et à mesure des discussions qu'on va avoir entre le recycleur et le bureau d'études qui réalisera le cycle de vie, donc l'APESA. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va, vous avez la possibilité d'agir sur la fin de vie. Nous, on peut agir sur la conception du produit, l'assemblage, la fabrication. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité d'agir sur l'étape de fin de vie pour pouvoir améliorer l'impact environnemental. Alors, l'implication pour l'établissement de santé, ça va être j'insiste vraiment sur le point que pour que ce projet aboutisse, il va falloir harmoniser les discussions parce qu'il va y avoir beaucoup d'interlocuteurs. Donc, pouvoir trouver un groupe de travail interne dans l'établissement de santé pour pouvoir discuter entre vous, vous mettre d'accord, savoir ce que vous voulez mettre en place. Et ensuite, en externe, avec nous, en but, le recycleur et l'APESA, pour pouvoir trouver des solutions. Donc forcément, il y a des rendez-vous en physique qui vont être mis en place, des réunions en visioconférence avec des différents services. Donc il y a le service logistique qui va être concerné, les praticiens hospitaliers, les hygiénistes, donc l'APESA et le recycleur. Donc voilà, comme je vous le disais, il y a beaucoup d'interlocuteurs. Donc c'est vraiment important qu'on puisse avoir une bonne gestion du temps pour la mise en place de ce projet. Alors, moi, justement, je suis là pour coordonner le projet. J'aurai la capacité d'établir les liens entre les différentes parties prenantes. Comme ça, vous n'avez pas forcément besoin de discuter avec tout le monde, mais vous pouvez me remonter directement lorsque vous avez un besoin, lorsque vous rencontrez des problématiques lors de la mise en place de ce projet, ou si vous avez tout simplement des questions. Et moi, je me chargerai de contacter les bonnes personnes afin de vous aider et qu'on puisse avancer. Donc, il y a l'APESA en tant que bureau d'études spécialisé dans l'éco-conception et l'analyse de cycle de vie. Donc, l'équipe de l'APESA, elle va apporter son expertise qui est technique et important pour évaluer l'impact environnemental de l'endoscopie à usage unique et de pouvoir nous guider dans le processus de l'ouverture de la filière de recyclage. Donc, comme je le disais, au sein de l'établissement de santé, il va y avoir une collaboration qui va être importante avec divers acteurs, tels que les pharmaciens, les cadres de bloc, de différents services, réanimation, urologie, endoscopie digestive. Les utilisateurs aussi peuvent avoir leur avis à donner, les hygiénistes, les infirmières, les aides-soignants. Je pense que tout le monde, tous les services sont concernés et chaque acteur peut apporter un avis qui peut être important et une expérience aussi qui va être essentielle à partager pour la réussite de ce projet. Alors là, je vous ai remis rapidement les grandes lignes du projet. Ça peut aller très vite. Donc, dès que vous manifestez l'envie de travailler avec nous sur ce projet, on peut tout de suite commencer à se rencontrer, à discuter, à voir vos locaux, vos besoins. Et ensuite, on organisera une réunion avec le recycleur. Donc, si vous en avez déjà un au sein de l'établissement de santé, on peut très bien travailler avec le vôtre. Sinon, on peut aussi trouver d'autres recycleurs, l'APESA. Et puis après, mettre en place les collectes. Donc voilà, ça peut aller très vite. Et donc, au fur et à mesure qu'on va avancer dans les collectes, on va voir combien il y a eu de collectes qui ont été réalisées. Et là, on a besoin du recycleur pour avoir des données sur le recyclage, donc les données que l'impact que ça va engendrer. Et puis, donc l'APESA qui va essayer de combiner tout ça
pour qu'on puisse réaliser et évaluer, mesurer l'impact que ça va engendrer. Et puis après, il y aura les résultats qui vont être donnés à l'établissement de santé pour pouvoir améliorer ou alors garder le processus tel quel. Est-ce que vous avez des questions? On a une question pour Angoulême? Oui. Oui, j'avais une question. Nous, en fait, on a des endoscopes de fournisseurs différents, il y a des envies de fournisseurs. Est-ce que ce projet s'applique uniquement aux endoscopes ambu ou bien est-ce qu'il est ouvert également à ceux des autres fournisseurs? Alors, en soi, le projet, c'est pour les dispositifs médicaux à usage unique. Nous, on travaille sur nos endoscopes parce qu'on a les données de nos endoscopes pour pouvoir évaluer l'impact. On n'aura pas les données d'une autre entreprise. S'ils veulent collaborer avec nous et nous donner des informations à la PESA pour qu'on puisse réaliser une étude ensemble, pourquoi pas. Mais voilà, nous, aujourd'hui, on a vraiment une vision. Donc, on ne saura pas vous dire par rapport à d'autres entreprises. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci. Parce que du coup, il y a d'autres questions. Fermez bien vos micros. Oui, bonjour. Le CHU de Poitiers, on peut poser une question? On peut poser une question, vous nous entendez? Oui, vous pouvez, allez-y. Ouais, d'accord. Je voulais savoir concrètement qui fait quoi en fait. Est-ce que nous, le CHU de Poitiers, on massifie, on vous met ça dans un fût de tant de litres dans notre station qu'on appelle de transit, dire notre déchetterie entre guillemets, et ensuite vous venez les chercher, qui fait quoi en fait? J'ai pas trop compris la précision du jeu de rôle. Alors, ça, justement, ça va être discuté au tout début, lorsqu'on va se rencontrer. En fait, vous allez utiliser l'endoscope et après, selon les discussions qu'on va avoir avec l'hygiéniste, le recycleur et les différentes parties prenantes, on prendra des décisions. Le but, c'est pas de vous ajouter une grande tâche de travail, c'est plutôt de le faire au plus simple. Et c'est au fur et à mesure des discussions qu'on va pouvoir affiner le qui fait quoi. Mais c'est le recycleur, votre recycleur que vous avez, qui va venir récolter les endoscopes, collecter les endoscopes. Alors, qu'est-ce que vous appelez le recycleur? Vous voulez dire le prestataire qui vient récupérer les déchets? Parce que le recycleur, c'est l'industriel qui récupère dans une ville annexe et qui recycle. Celui qui vient chercher chez nous, c'est le prestataire d'enlèvement, on est d'accord? Bon, bonjour, je suis Thomas Anglais, je travaille avec Myriam sur ces sujets-là pour Ambu. Juste si je peux ajouter quelques éléments, en fait, on a une approche un peu, j'allais dire presque candide ou naïve de ce process. On a une difficulté aujourd'hui, c'est que l'endoscope tel qu'il est utilisé dans les établissements et il est considéré comme un DASRI. À partir du moment où il est considéré comme DASRI, les prestataires qui viennent collecter les déchets dans les établissements ne veulent pas le collecter autrement qu'en tant que DASRI. Et donc là, on se retrouve dans une difficulté pour pouvoir le recycler. Donc l'objectif de ce projet, c'est qu'on puisse tous ensemble discuter, trouver la solution qui n'est pas trop contraignante pour vous, établissement, de manière à ce que le produit puisse réintégrer une filière de déchets électroniques, qui est plutôt sa filière technique aujourd'hui, de manière à être recyclé ou en tout cas intégrer les bonnes filières. Donc aujourd'hui, nous, les éléments que l'on a en tête, c'est que un prestataire qui viendrait collecter ce produit-là a besoin d'une garantie venant de l'établissement qui dit que l'endoscope, une fois utilisé, n'est plus contaminant. Et donc à ce moment-là, il peut le traiter comme un déchet standard. Si on a besoin, si l'établissement est en mesure de donner ce certificat-là, ça veut dire qu'avant,
il y a une organisation spécifique dans l'établissement à mettre en place pour pouvoir décontaminer ce produit. Et ça, on aimerait que ce soit le plus simple possible pour vous, puisque l'objectif de l'usage unique, ce n'est pas de décontaminer les endoscopes. Donc, on est obligé de discuter tous ensemble de ces sujets-là pour pouvoir trouver la solution la plus simple à ce jour pour pouvoir recycler ces endoscopes. Anne Bousseau, CHU de Poitiers. En complément là, de la question que posait Claire tout à l'heure, vous avez évoqué la possibilité de travailler avec un recycleur qui nous est propre, donc quelqu'un qui va démanteler l'appareil pour le recycler. Mais vous avez des solutions aussi à proposer, si j'ai bien compris. Si on n'a pas ce type de prestataire, vous êtes en mesure de nous dire on a massifié, on a rassemblé ces déchets à un endroit, on a éventuellement un transporteur qui nous est propre, qui peut emmener ces déchets vers votre recyclerie. Oui. Ok. Donc, vous avez identifié des industriels déjà dans la région qui peuvent récupérer vos produits. C'est ça la question, en fait. Oui, tout à fait. C'est possible. Et probablement que, c'est pas des nouveaux industriels. Donc, il est possible que vous travaillez déjà avec eux. Et on est plus en train d'identifier le bon process que de réellement identifier les acteurs capables de faire ce travail-là. D'accord. Arnaud Char, peut-être, je crois. Oui, c'était juste une petite question. Ça rejoint un peu la question sur si ça avait bien été identifié dans la région au niveau des recycleurs, parce que j'ai bien on a pu voir que vous produisiez en Malaisie, aux États-Unis, c'est assez loin. Donc si l'idée c'était de recycler à l'autre bout du monde pour que ça soit pas forcément recyclé ou pas correctement et que ça aille polluer à l'autre bout du monde, voilà, il faut qu'il y ait une garantie que ça soit fait localement, parce que si c'est pour polluer à l'autre bout de la planète, ça sert à rien. Voilà. Et c'est pour ça aussi que c'est important pour nous de pouvoir mesurer l'impact que ça va engendrer. Mais oui, ça va être en France. Ça va être un recycleur local en France. Du coup, moi, je mets les pieds dans le plat. Du coup, concrètement, ça veut dire qu'il faut désinfecter l'endoscope. Donc, ça veut dire des coûts humains, des coûts énergétiques, des coûts d'eau et des effluents. Mais est-ce que vous seriez prêt, vous, à récupérer les endoscopes qui sont considérés d'ASRI et à les transporter avec quelqu'un qui pourrait justement faire ça à plus grande échelle et donc les désinfecter avant qu'ils aillent dans le process recyclage? En fait, il s'agirait de les banaliser, tout simplement, en fait, ce que l'on fait, nous, déjà, au CHU. Alors, ça peut être une option, en effet. On peut aussi mettre en place avec les différents prestataires que l'on a identifiés une solution pour pouvoir transporter ces endoscopes en tant que DASRI aujourd'hui et qu'eux s'occupent de les décontaminer. L'objectif, c'est de trouver l'option qui, est la plus que l'on pourra mettre en place le plus rapidement possible et deux, mesurer l'impact de ces solutions-là. On a aujourd'hui une étude de cycle de vie qui montre qui a été réalisée par l'équipe de Marseille à la PHM, donc à la conception, qui montre que l'utilisation de cystoscopes à usage unique, enfin les nôtres en tout cas, par rapport à leur système de décontamination de cystoscopes réutilisables, génère moins d'empreintes carbone. Donc l'objectif en recyclant ces endoscopes, ce n'est pas d'ajouter encore un impact environnemental. Et nous, ce que l'on veut, c'est mesurer tout ça et prendre les décisions qui sont les plus pertinentes possibles avec des chiffres et des données réelles. Donc, c'est ce que l'on vous propose dans le cadre de ces échanges. Je vous propose, pour que chaque entreprise ait bien le temps de présenter son projet, si vous avez des autres questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Et puis, Thomas, Myriam, je vous laisserai répondre en live, si ça vous convient. Et dans tous les cas, l'idée, après, c'est bien, pour ceux qui sont intéressés, de se rapprocher directement de Myriam et que vous puissiez en parler encore plus en détail, parce qu'on a bien conscience que de tels projets
ne sont pas neutres en termes à la fois logistique, que ce soit carbone, que ce soit organisationnel, DASRI ou autre. Donc, effectivement, voilà, en sachant que tous ces projets sont passés par le comité d'AMI TESNA, et donc, effectivement, on a pensé que c'était pertinent. Et donc, à chaque fois, hein, le but, ce n'est pas d'aller à l'autre bout du monde. Hein. Ça a été aussi quand même demandé aux industriels. Hein. On les a un petit peu challengés quand même en amont. Mais c'est parfait, hein, vos questions sont tout à fait pertinentes. Je vais laisser la parole maintenant à Guillaume Mathis de Guialto sur le chargé de ménage éco-conçu. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc bonjour, Guillaume Mathis, Société Guialto. Vous avez les contacts que vous retrouverez en première et en dernière diapositive si jamais le projet que je vais vous présenter vous intéresse. Donc nous, on est une petite société familiale présente dans le sud des Landes, à Saint-Jour-de-Marennes, et on est spécialisé dans le matériel de nettoyage. Ton micro est éteint, Guillaume. Voilà. Donc nous, on existe depuis 2007 et on fait du commerce de matériel de nettoyage. Donc on importe d'Europe et d'Asie un certain nombre de gammes qu'ensuite on va redistribuer à des distributeurs présents sur tout le territoire français qui vont ensuite, eux, distribuer, par exemple, aux établissements de santé, mais également aux entreprises de propreté, aux collectivités, à tout un tas de secteurs qui vont utiliser nos matériels. Depuis 2021, on développe une branche industrie où on s'est fixé comme objectif de diminuer les matériels qu'on va importer d'Europe et d'Asie et de fabriquer nous-mêmes en France différents matériels. On a commencé en 2021. On a déjà des choses qu'on a développées. Donc, par exemple, notre solution de nettoyage des sols qui est entièrement fabriquée en France avec des brevets déposés et projet pour lequel on est soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine. On l'a développé en éco-conception et le but, c'est d'avoir une solution qui allie à la fois les avantages du balai réservoir et des protocoles de pré-imprégnation pour économiser de l'eau dans les protocoles de nettoyage. Donc ça, c'est déjà un matériel qu'on a développé et qui existe et qui commence à être commercialisé. En fait, je n'arrive pas à passer la diapo. Sinon, je peux prendre le relais, si c'est compliqué. Je veux bien que vous essayiez de passer la diapo parce que moi, je n'y arrive pas. Non, c'est bon. Du coup, faut peut-être. Je vais prendre le relais, je vais faire la présentation, je vais montrer la présentation. Je cherche et je lance. Sinon, je pense que je peux essayer de partager en mode pas comme ça, tant pis, c'est pas grave. Pas en version diaporama. Vous voyez toujours l'écran? Ouais, là c'est bon. Peut-être juste en haut à droite, diminuer le bandeau, comme ça on le rend encore en plus gros. Sinon, c'est pas grave. Ouais, sur le grand bandeau, mais c'est pas grave, sinon vas-y. Voilà. Donc là, le projet qu'on vous propose, c'est de faire un nouveau projet de conception qui porte plus sur le chariot de ménage et de lavage et de collecte de déchets. Donc ça, c'est des exemples de matériel qu'on commercialise déjà, mais qu'on ne fabrique pas, qu'on importe d'Italie. Et l'idée, c'est de réfléchir à des nouveaux matériels qui répondent à des besoins identifiés, que ce soit par les établissements de santé, mais aussi par les entreprises de propreté.
Donc, ce qu'on vous propose, nous, c'est de participer à un atelier de co-conception. Donc, le but, c'est d'interroger l'existant, de voir avec quoi vous travaillez actuellement, de voir ce qui marche dans ce qui existe actuellement, de voir ce qui ne marche pas, mais également d'interroger vos besoins sur tout ce qui va tourner autour de ce chariot. Ça va être la collecte des déchets, un flux, 2 flux, 3 flux, 4 flux. Ça va être les textiles de nettoyage, donc avec les problématiques de blanchisserie qui doivent être nettoyées, etc. Ça peut être des problématiques d'économie d'eau, ça peut être des problématiques d'économie de chimie, ça peut être de l'éco-conception, du réemploi, de la réparabilité sur les différents éléments constitutifs du chariot. Donc c'est tout ça qu'on peut interroger ensemble et essayer d'évaluer, de comprendre s'il y a des choses qui peuvent être réalisées pour répondre à ces besoins. Nous, les 3 axes en tout cas qu'on veut maintenir, c'est l'éco-conception, la limite des TMS, c'est-à-dire les troubles musculo-squelettiques, et une fabrication, une conception en France. C'est le cas sur le matériel qu'on a développé et qui est déjà commercialisé et qui se trouve ici. Concrètement, comment ça peut se passer? Nous, ce qu'on vous propose, c'est un atelier d'une demi-journée dans vos locaux pour faciliter les déplacements de vos personnels. L'idée, c'est de se réunir une demi-journée et de discuter ensemble de ce qui existe et de vos besoins. Donc, nous, on a identifié un certain nombre de personnes qu'on aimerait interroger chez vous parce qu'on pense qu'elles ont quelque chose d'intéressant à nous raconter dans l'usage et dans la vie en général de ces matériels. Donc, nous, on pense qu'une infirmière, un infirmier hygiéniste, c'est important parce que c'est vraiment l'expert ou l'experte sur ce genre de matériel. Également un acheteur ou une acheteuse, parce que justement, les confronter et puis voir ce que l'un en pense et l'autre également. Un technicien de surface ou une technicienne de surface, parce que c'est évidemment ces personnels-là qui sont sur le terrain et qui utilisent ces matériels. Éventuellement, un ou une responsable blanchisserie ou logistique pour l'aspect collecte des déchets et pour l'aspect textile à nettoyer. Et puis ensuite, on est évidemment ouvert si vous identifiez des personnels intéressants pour participer. Nous, on se propose en parallèle de venir dans vos locaux et d'apporter donc un responsable de l'éco-conception, un bureau d'études qui va s'occuper de maqueter tout ce qu'on raconte durant cet entretien, une experte de l'intelligence collective proposée par l'ADI pour favoriser les échanges et faire en sorte que quelque chose émerge justement de ces échanges. Et en plus, une entreprise de propreté pour avoir un aspect un autre aspect des matériels qu'on propose. Ensuite, une fois qu'on a réalisé cet entretien, nous, on s'occupe de concevoir le matériel qu'on aimerait commercialiser. Et ensuite, on pourrait imaginer un second atelier, plusieurs mois après, pour vous présenter, soit via un 3D, soit via un prototype, la solution qu'on aura créée. Et donc, que vous puissiez la regarder, voir si vous pensez que c'est une bonne idée. Éventuellement, si c'est un prototype, la tester un court moment dans vos locaux, voir ce que vous en pensez pour avoir un retour justement de est-ce que la solution qu'on a co-construite ensemble, est-ce que finalement elle répond aux besoins qu'on aura identifiés ensemble. Pour terminer, pourquoi c'est intéressant, enfin pourquoi rejoindre ce projet? Déjà parce que c'est pratique et peu chronophage pour vos équipes. On se déplace dans votre étabbissement, ça va être une demi-journée, éventuellement une deuxième demi-journée plusieurs mois plus tard. Mais voilà, c'est quelque chose de très ponctuel et d'assez léger comme projet. Et ensuite, c'est l'occasion pour vous, c'est a priori un projet qui s'intègre assez bien dans vos démarches de développement durable. C'est l'occasion pour vous d'avoir différentes personnes de vos services qui vont dialoguer entre elles sur les sujets d'économie d'eau, sur les sujets de collecte de déchets, sur les sujets de traçabilité des textiles en blanchisserie, etc.
C'est aussi l'occasion de discuter de l'acceptabilité entre, par exemple, un acheteur et un hygiéniste sur les matériels seconde main, la réparabilité des chariots. Est-ce que vous êtes d'accord pour avoir des chariots qui ont déjà vécu une première vie et qui sont réparés, puis qui pourraient vivre une deuxième vie chez vous? Voilà, donc il y a le matériel en lui-même, également les manières de le commercialiser qui peuvent être interrogées. Donc voilà, et tout ça, c'est quand même assez lourd aussi dans les appels d'offres, etc. Donc ça nécessite quand même des discussions avec un maximum d'acteurs. Voilà, si vous avez des questions, bien sûr, j'essaierai d'y répondre et vous pouvez retrouver les contacts de notre entreprise ici. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous appeler. Nous, on essaye de au moins avoir un établissement de santé qui soit intéressé. Si jamais il y en a plusieurs, on se posera la question de est-ce que on réunit ces établissements de santé ou est-ce que plutôt on fait plusieurs, enfin, on réplique la demi-journée de co-conception en fonction du nombre d'établissements de santé volontaires. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, je vois qu'il y a des questions. Je laisse la parole. Non? Oui, Jérémy Gray, Jérémy local de Gray, Saintes. oui. Alors, du coup, moi, je vais pouvoir répondre à une partie de votre demande, puisque pour le coup, le CH de Saintonge va être porteur d'une filière régionale sur ce segment-là. On a déjà accordé avec nos homologues et les autres GHT de la région sur le fait que Saintes allait construire un appel d'offres sur ce sujet-là. À ce titre-là, on peut centraliser un peu cette journée-là et travailler avec vous et des référents des autres établissements pour travailler sur la proposition que vous faites. D'accord. Alors, je n'ai pas bien compris. C'est quoi? C'est une journée de co-conception? Alors, par rapport à ce que vous proposiez tout à l'heure, un atelier de la demi-journée d'éco-conception, nous, on va travailler en parallèle sur la publication à marché. On a déjà commencé à travailler sur le RC, pas sur le CCTP. Pour autant, il n'y a rien de finalisé pour l'instant et je pense que cette démarche-là, elle cadre assez bien avec ce qu'on souhaite faire, au moins au niveau du CH de Saintonge, mais globalement, la volonté de plusieurs de mes collègues aussi acheteurs sur la région. Et donc, on se propose de vous accueillir, de travailler avec vous sur ce sujet-là et de solliciter du coup les homologues, enfin, pas forcément mes homologues acheteurs, mais en tout cas des hygiénistes ou des gens qui travaillent sur le secteur de l'hygiène dans les différents établissements pour participer à cette demi-journée d'éco-construction, sachant que ça viendra alimenter notre réflexion. Il faudra qu'on voit quel impact ça a sur le calendrier prévisionnel que nous, on pouvait avoir aussi, puisque aujourd'hui, à ma connaissance, aucun établissement, peu d'établissements disposent de marché sur le sujet. L'idée, c'était justement qu'on vienne pallier à ça. D'accord, ok. Donc, très si bien. on peut intégrer cette démarche-là, pourquoi pas. Ok, super. Du coup, là, on parle bien du GHT, donc ça veut dire qu'il y a différents établissements derrière. Hein. On parle de plusieurs GHT, de pratiquement tous les GHT de la région. Ah, voilà. Hein, donc, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un appel d'offres très, très large. Enfin, en tout cas, qui inclut pas mal d'établissements. Hein. C'est dans le cadre du GCS? Ça, c'est pas encore défini, mais ça pourrait passer dans ce cadre-là. Ok, c'est très bien. Moi, je découvre, Vincent Martinez du GCS achat régional, je découvre cette thématique. Nous, on a une filière d'achat qui gère des produits d'hygiène à usage unique, des produits d'entretien. Donc, effectivement, ça pourrait sans doute, si on est dans un cadre régional réellement, être réfléchi ensemble, je pense. Voilà, moi, j'en avais pas parlé. C'est pas forcément le sujet de la journée. J'avais pas échangé sur ce sujet-là avec le GCS, mais c'est une réflexion qu'on a évoquée avec mes collègues responsables de GHT et qui était restée ouverte pour l'instant. L'intérêt pour nous de passer via le GCS pourrait être d'ouvrir le marché en centrale d'achat aussi pour les établissements qui n'auraient pas quantifié au moment de la constitution du dossier. Tout à fait. Arnaud Char pour le CH de La Rochelle. Je pense que vous avez dû discuter avec un de mes collègues au niveau de la maternité. Oui, Monsieur Dana.
Oui, ils sont motivés pour travailler sur le sujet avec vous. Donc voilà, il faudra qu'on voit sous quel cadre. Mais voilà. Ok, super. Isabelle Aguerre, pour le centre hospitalier La Côte Basque, on s'était déjà rencontrés il y a 2 mois. Oui. Et excusez-moi. Et c'est vrai que c'est un projet aussi dans lequel on aurait aimé s'inscrire, avec aussi sur la partie collecte des déchets. On a concernant les biodéchets, on voulait rajouter aussi sur nos chariots de ménage, donc revoir un petit peu la conception. Donc on était plutôt favorable, avec déjà, on avait identifié des personnes ressources pour participer à cette première demi-journée. Ouais, super. Voilà. Pour les différentes personnes du coup qui auraient été intéressées, est-ce que vous pourrez du coup me retourner par mail quelque chose comme ça après je pourrais rengager avec vous des discussions? Oui, bonjour, l'hôpital de Bergerac, Madame Pouey, directeur adjoint. Nous aussi, on est très intéressés et surtout notre médecin hygiéniste. Donc, il n'y a pas de souci, je vous ferai un mail. Oui, super, merci. Oui, ça va être la bonne pratique hein, que va proposer Suzanne après, c'est qu'effectivement, que vous ne passez pas forcément par ADI, parce que nous, on peut en louper, ce serait bien dommage d'oublier un mail. Donc, voilà, que les établissements se rapprochent directement des entreprises par un petit mail. Je vous repartage quelques instants la diapositive où il y a nos contacts, comme ça, si vous pouvez les noter. Et juste, moi, ce que j'avais oublié de préciser, comme j'ai entendu qu'il y avait des personnes spécialisées dans le bio-nettoyage, la solution qu'on a déjà créée est vraiment une solution qui permet le bio-nettoyage, c'est-à-dire sans usage de chimie. Donc, si jamais ça peut vous intéresser par ailleurs, on peut en discuter également. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, effectivement, hein, comme je le disais tout à l'heure, on enverra juste après le diaporama à tous. Comme ça, vous aurez les coordonnées. Maintenant, on va laisser la parole à Sanodev, donc à Fanny. Merci Gaëlle, bonjour à tous. Alors, le temps de partager l'écran, on va remettre la caméra pour que vous ayez des visages à mettre sur des noms. Alors, je dis on parce que je suis accompagnée de Fabienne Martinière, qui est la personne en charge du commerce chez nous. Et on va faire donc une présentation à 2 voix. Donc, ça charge. Je compte sur vous pour me dire quand vous avez la présentation. C'est bon. C'est bon pour vous? En plein écran? J'espère. Bon, donc Sanodev est une jeune entreprise d'une dizaine d'années qui est basée à Limoges et son savoir-faire repose sur l'utilisation de technologies physiques à des visées de désinfection. Et donc, ce savoir-faire a pu être intégré à différents produits que ma collègue va vous présenter. Alors, dans ce parcours d'expérimentation, donc la société Sanodev vous propose 2 dispositifs de désinfection, donc une box et son support, qu'on appelle un réflecteur, ainsi qu'un UVR spot. La box donc, est une petite armoire au format bureau qui est équipée d'une technologie lumineuse afin d'assurer l'exposition homogène de toutes les faces en fait, de l'objet en une seule fois. Un support de désinfection est fourni, donc permettant ainsi une désinfection optimale d'une dizaine de secondes. L'UVR Spot, quant à lui, est un plafonnier qui va permettre de désinfecter l'air ambiant en continu en présence d'usagers et sur du temps masking, désinfection de surface qui va être possible grâce aux UV statiques. Donc, pour en revenir aux technologies intégrées dans ces dispositifs, donc pour ce qui est de la box, 2 technos s'offrent à nous, la lumière pulsée ou les UV moyenne pression, dont on voit les spectres ici. Alors, je ne sais pas si mon curseur bouge chez vous, j'espère. Donc, vous avez les spectres ici, côté gauche de la diapo, et au milieu pour les UV moyenne pression. Donc, ils sont un peu différents, mais à chaque fois, ils ont pour particularité de contenir des UVC qui va permettre en fait de dégrader les molécules d'ADN.
des micro-organismes notamment, en présence par une action essentiellement photochimique. Donc ça, c'est pour les technos intégrés à la box, donc la boîte dont Fabienne vient de vous parler. Pour ce qui est de l'UVR Spot et donc de sa capacité, sa propriété à désinfecter des surfaces, pour lui, on a intégré les UV basse pression en maximisant l'effet d'une zone de longueur d'onde un peu plus ciblée dans les UVC à hauteur de 270 nanomètres. Pour information, voilà. En ce qui concerne donc les caractéristiques physiques de nos dispositifs, donc pour la box, en façade, elle fait 82 cm sur une hauteur de 78 cm et une profondeur de 46 cm avec un poids de 46 kg. Et son réflecteur, quant à lui, fait 21 cm de large sur 28 cm de profondeur et 35 cm de hauteur. L'UVR Spot, quant à lui, s'installe à la place d'une dalle de faux plafond standard, donc 60 par 60. Il fait un poids de 8 kg. Pour son installation, il va falloir prévoir un dégagement sous plafond de 10 cm minimum. Par rapport à la box, qu'est-ce qu'on peut désinfecter dans cette box? Donc, il est possible de désinfecter des objets tels que des téléphones ou des tablettes, des contenants, du petit matériel médical, des badges ou des masques chirurgicaux, donc ce qui laisse une possibilité large d'emplacement d'utilisation. En ce qui concerne l'UVR Spot, par sa double fonction, il peut être installé dans des espaces tels que des accueils d'établissements, des salles d'attente, des salles de consultation, de soins, les chambres, les réfectoires ou les urgences, par exemple. Donc, la liste va être à établir ensemble sous réserve de compter un UVR Spot pour 25 mètres carrés de surface. Donc, la box, quant à elle, a été vendue ou louée à des établissements de service à la personne et le plafonnier a été déjà vendu pour des bureaux ou des réfectoires. En amont de ce process expérimentation, on a fait valider nos dispositifs, soit en externe ou en interne. Pour ce qui est de la box, elle a été validée par trois labos indépendants, que sont Virels, l'Institut Pasteur à Lille et le département de la Haute-Vienne, qui ont chacun comptabilisé l'abattement obtenu après une exposition de surface à ces technos-là. Donc, les actions sont mesurées sont les actions virucides et bactéricides. Donc, vous avez les pathogènes ici en développé, donc des virus enveloppés ou non enveloppés. Et pour la bactérie, ils ont utilisé Escherichia coli. À chaque fois, on a un abattement supérieur à 4 logs de 10. Donc ça, c'est pour les validations externes. En interne, au laboratoire de Sanodev, on a pris d'autres supports biologiques. On s'est notamment intéressé à Géobacillus et Aspergillus, pour lesquels, dans la LP Box, on a également un abattement supérieur à 4 logs de 10. On confirme également les résultats obtenus sur E. coli. Pour ce qui est de l'action de désinfection de l'UVR Spot, qu'on a pu comptabiliser. Pour E. coli, on a obtenu un log de 5, supérieur à un log de 5. Géobacillus, qui est un peu plus difficile, un peu plus coriace, on a un log supérieur à 3. Quant au spore d'Aspergillus, on a obtenu quelque chose légèrement supérieur à 3,5. Ces valeurs-là pour l'UVR Spot sont données à l'endroit le plus éloigné du point d'impact. Fabienne nous a parlé d'une surface traitée de 25 mètres carrés. Donc, on a imaginé une surface très simple de 5 mètres sur 5 et on s'est mis dans cette diagonale. Donc, soit à 2,70 m en diagonale du plafonnier pour une hauteur de 2,80 m, une hauteur assez classique de sous-plafond. Donc, l'objectif de cette expérimentation, c'est de prouver le postulat de départ. Donc, est-ce que la désinfection physique est une solution pour un service de santé plus durable au travers différents points, donc moindre utilisation de produits chimiques ou le calcul des analyses de cycle de vie, donc de la conception, fabrication, consommation et gestion des déchets. Et le deuxième postulat qu'on aimerait vérifier, c'est le moindre coût financier de ces solutions, donc
avec une suppression réduction donc, des coûts des produits chimiques, hein, vos achats, votre stockage, le temps passé également à l'application de la chimie ou la réutilisation de certains dispositifs initialement prévus à usage unique. Et après, le deuxième point, l'addition ou non existante des technologies physiques, donc l'investissement du matériel et le coût des consommables associés à ce matériel. Pour l'orchestration de ce parcours-là, chez Sanodev, 3 personnes essentiellement interviendront auprès de vous. Donc, à commencer par Arnaud ici, qui lui touchera à tout ce qui a trait à l'installation et à l'amélioration des produits suite à vos retours utilisateurs. Fabienne, elle, se positionnera essentiellement en amont de l'expérimentation pour tout ce qui est présentation des produits, utilisation, mise en fonctionnement, et à la fin, pour comprendre tout ce qui est processus achat et les attentes des personnes en charge de ces process. Quant à moi, j'interagirai, j'essaierai d'animer les groupes de travail que nous définirons ensemble au cours des premiers échanges, puisque ce parcours d'expérimentation, on l'a envisagé en quelques étapes grossières et peut-être à réaffiner avec vous, à commencer par une prise de contact avec les établissements qui vont nous montrer de l'intérêt, alors soit par Teams ou en présentiel. Donc là, ce sera un développement un peu plus affiné de nos produits. Ensuite, on envisage de faire des ateliers d'intelligence collective pour définir ensemble les emplacements où on positionnera nos produits et les critères à évaluer. Donc, à la suite de cet atelier, on attend évidemment de connaître le nombre de chaque produit à vous fournir et à vous mettre à disposition. Cette mise à disposition, dans un premier temps, on l'envisage sur un trimestre, en gros, avec la collecte des données qu'on aura préalablement définies ici en amont par vos soins, par vous en tant qu'utilisateur, et on fera un suivi mensuel. Enfin, la fréquence reste peut-être à définir ensemble. À la suite de ce trimestre d'essai, on fera un premier copil en essayant de faire une restitution synthétique des grilles d'évaluation et puis de collecter tous vos axes d'amélioration dont vous nous ferez part, pour améliorer les produits sous une quinzaine de jours. Donc, soit des améliorations physiques, soit ça peut être aussi une amélioration et un affinage des grilles d'évaluation. Sortie de cette phase d'ajustement, on va dire, ou d'amélioration, on repartira pour un trimestre d'évaluation sur le même principe de collecte de données et de suivi, d'échange entre les ES et Sanodev pour terminer cette session par un deuxième copil. Là aussi, même principe, c'est une restitution des données collectées et voir s'il y a à nouveau des axes d'amélioration, tant sur les produits que sur les critères d'évaluation. Sortie de ce deuxième copil, on envisage une poursuite de l'expérimentation un peu plus longue, puisque plus affûtée, donc sur 6 mois environ, pour terminer l'ensemble du process par un copil final, avec là une restitution générale des informations de l'expé, évidemment, et avec l'ensemble des processus concernés, que ce soit l'achat, le soin, l'hygiène. Donc, pour faire cette collecte de données qui nous permettent, nous, après, de pénétrer davantage les établissements de santé. Voilà un petit peu comment on envisage ce parcours avec vous. Et donc, pour garder le contact, on vous a mis ici nos coordonnées. Et on reste évidemment là dans le temps imparti à votre disposition pour répondre aux questions. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Anne Bousseau de Poitiers. J'ai une question par rapport à votre boîte à UV. C'est des UV à 360 degrés? C'est-à-dire?
Eh bien, c'est-à-dire, est-ce que l'irradiation est sur toutes les faces du dispositif que vous mettez dedans? Non, c'est pour ça qu'il y a un réflecteur. Alors, je suis désolée, j'ai un écho. Merci. On a un réflecteur qui permet justement, par sa composition, de renvoyer les rayons lumineux et de traiter toutes les phases des produits. Un seul passage entre l'intégralité des faces. C'est ça. C'est ce petit dispositif que vous avez ici. Vous déposez votre objet là, sur le portoir, et par un jeu de réflexion, c'est pour ça qu'on a les réflecteurs, vous pouvez également illuminer la partie qui porte sur la surface ici. Donc évidemment, par réflexion, vous allez me dire, il y a des pertes d'énergie, mais les doses qui sont calibrées sont surestimées pour les parties, on va dire, hautes. Comme ça, on est sûr d'atteindre notre objectif sur la partie qui touche ici la surface. Et concernant votre appareil plafonnier, il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris concernant l'air, mais c'est peut-être moi qui ai mal compris. C'est un recycleur d'air ou c'est branché sur des bouches de soufflage d'air? Je n'ai pas compris le côté air, en fait. Non, en fait, l'air est aspiré d'un côté et dans le faux plafond, en fait, il va y avoir un filtre EPA 13 qui va permettre de capturer les microparticules, un filtre à charbon pour les odeurs. Et derrière ces filtres-là, il y a une lampe UV également qui va permettre de détruire les micro-organismes résiduels. Et l'air, après, ressort de l'autre côté. En fait, vous voyez, sur la photo, vous avez 2 grilles d'aération. Donc, en fait, l'air va rentrer d'un côté pour ressortir de l'autre côté traité. Donc, c'est un recycleur d'air. Oui. OK. Et l'intérêt d'avoir du niveau H13, parce que là, du coup, en ayant du H13, vous avez quasiment plus besoin d'UV derrière. Quel est l'intérêt, du coup, pour vous? Parce que ça correspond déjà à des niveaux de filtres qu'on peut trouver dans des zones à environnement maîtrisé de très haute qualité. La lampe UV a pour intérêt de pouvoir faire double utilisation de ce dispositif-là, c'est-à-dire l'air avec le filtre et les surfaces en temps masqué grâce à la lumière. Les surfaces sans ombrage. Oui. Parce que là, en l'occurrence, là, il n'y a plus le côté réflecteur. Oui, comme on aura les mêmes contraintes avec cette techno-là que toutes les technos lumineuses, c'est-à-dire que ne sera traité que ce qui verra pleinement la lumière. Donc, effectivement, dès lors que vous aurez un encombrement, ça fera obstacle au point de destination finale, si je puis dire. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai aussi une question, si c'est possible. Concernant votre box, le support de désinfection, il accueille plusieurs matériels. Je ne sais pas si vous l'avez précisé ou on est obligé de les mettre un par un. Alors, le support, si c'est des téléphones, on va pouvoir les mettre côte à côte sans problème. Après, si c'est du matériel médical, ça va dépendre de quel matériel médical. Et après, ça pourrait être un axe d'amélioration ou faire un support qui sera plus adapté à votre besoin. Ça, ce n'est pas un souci. D'accord. Et les cycles, ils durent combien de temps? Une dizaine de secondes. En fonction des technos, on est entre 8 et une quinzaine. D'accord. OK. Merci. Ce à quoi il faut, pardon, je me permets de compléter peut-être ce que disait Fabienne tout à l'heure. Quand on dispose plusieurs objets l'un à côté de l'autre sur le réflecteur, tant qu'ils peuvent les accueillir, la question qu'il faut se poser, c'est surtout, je pense, la hauteur qui peut venir faire de l'ombrage au produit d'à côté, en fait. Pour recouper un peu une intervention tout à l'heure, une question qui a été posée, c'est important parce que ce qui sera en vis-à-vis, l'espace un peu fermé, en fait, aura un accès à la lumière un peu plus limité. Donc ça, c'est des choses, on ne peut pas vous dire qu'au bout de 3 cm, par exemple, on a un effet d'ombrage plus important. C'est peut-être d'ailleurs des choses à évaluer.
Ça répond à la question globalement. Pour ma part, j'ai une petite question sur le spot. Vous parlez de temps masqué, donc c'est l'utilisation quand il n'y a plus de personnes dans la salle, Oui. ce que vous voulez dire. Et vous le gérez comment, du coup? En fait, sur l'UV Spot, on a un détecteur de présence. Si toutefois, lors de la mise en service, il y a quelqu'un qui pénétrait dans la pièce malencontreusement lors de l'utilisation du traitement de surface, le détecteur de présence permet de couper l'UV, donc ça ne risque rien. Et en même temps, on met une signalétique à l'entrée de la pièce qui est en traitement pour signaler qu'il y a un traitement de surface. D'accord, parce qu'on est quand même dans un établissement recevant le public, donc il y a des contrats réglementaires qui sont assez Oui. Oui, c'est pour ça que peut-être que dans certains, parce que là, on peut faire soit le traitement de l'air, soit on peut le coupler au traitement de surface. Après, ça sera un choix à déterminer ensemble sur les zones où le traitement de surface sera appliqué. Ça, c'est une discussion qu'on peut avoir tous ensemble, justement, pour être sûr qu'il n'y ait pas de public sur le traitement de surface, bien sûr. Très bien, merci. Aujourd'hui, vous cherchez combien d'établissements pour tester vos produits? On ne s'est pas fixé de limite. Ce qui nous intéresserait, c'est d'avoir de la diversité d'établissements pour avoir peut-être des indicateurs variés. Voilà. Après, si vous nous dites 12 établissements, bon, on aura peut-être du mal à fournir, hein, mais et encore que si c'est 12 établissements avec une box, ça doit pouvoir le faire. D'accord. Donc, Mais c'est important. vous accompagnez les établissements pour voir comment installer ces box et comment tester, Oui. faire l'autour d'expérience. Oui, il y aura une phase d'apprentissage en fait, hein, démonstration, expérimentation par vos soins sous surveillance d'Arnaud, Fabienne ou moi. Et après, une mise à disposition en totale autonomie de ces dispositifs. D'accord. Du coup, merci Fanny, et merci pour les questions. Je vous propose qu'on passe à Maud et Somno Engineering sur le dernier produit proposé aujourd'hui. Eh bien, bonjour à tous. Merci de me donner l'opportunité de vous présenter ce que l'on souhaite faire en transition écologique. Somno Engineering est une entreprise située à côté de Poitiers. Nous fabriquons un dispositif médical qui permet la prise en charge du sommeil des patients et ce dispositif est fabriqué en France, mais nous souhaiterions encore plus améliorer la partie écologique et éco-conception de notre dispositif et notamment l'éco-fonctionnalité. Donc, notre produit, c'est un dispositif de protection et d'amélioration du sommeil des patients. Nous avons conçu un mini-enregistreur de l'activité cérébrale, l'EEG. Nous avons embarqué à l'intérieur un algorithme qui l'analyse en temps réel et qui transmet l'information à une tablette située à l'extérieur de la chambre du patient. L'information est extrêmement claire. Lorsque le patient dort, les équipes sont invitées à privilégier le sommeil des patients. Reporter, différer tous les soins, toutes les mesures, tous les examens non urgents. Mais également différer l'entretien de la chambre, les soins de change, les soins de confort et pourquoi pas les visites également des familles. Notre dispositif utilise des consommables, électrodes et bandeaux. Il contient également un capteur lumineux et un capteur sonore pour indiquer en temps réel le niveau de bruit et de luminosité dans la chambre du patient et qui est ressenti par le patient. Ça peut donc servir d'outil pédagogique pour éduquer les équipes hospitalières aux nuisances sonores et lumineuses qu'elles produisent pour le confort du patient et qui ont un impact sur son sommeil, mais également les sensibiliser à l'importance de réduire ces nuisances sonores et lumineuses
qui vont également permettre de réduire l'impact écologique. Nous souhaitons tester 2 solutions avec vos établissements de santé. Tout d'abord, les consommables et l'emballage, puisque actuellement nos consommables sont patients dépendants et nous recherchons une solution pour pouvoir les réutiliser pour plusieurs patients. Malheureusement, aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que le bandeau qui est petit ne peut pas passer dans vos circuits de blanchisserie car il serait perdu. Donc, il y a peut-être d'autres solutions de désinfection, peut-être Sanodev, je ne sais pas, qui pourraient être imaginées avec vous, ou en tout cas, si on ne peut pas envisager de les nettoyer dans vos services en interne, eh bien, essayez d'éco-concevoir le bandeau le plus possible pour qu'au moins on le fabrique avec des matières éco-conçues, mais qui restent confortables pour les soignants et pour les patients. L'emballage actuellement, comme il s'agit d'un dispositif médical, est extrêmement protecteur pour notre solution. Il contient de la mousse, du papier bulle et du carton. Seulement, avec ces 3 matériaux, eh bien, il n'y a pas de retraitement de déchets qui peuvent être faits dans vos établissements, à moins de les dissocier les uns des autres. Donc, l'idée serait d'éco-concevoir l'emballage, pourquoi pas avec uniquement du carton et du calage en carton, mais pourquoi pas également avec des mycéliums qui pourraient être retraités dans vos composts. Seulement, faut-il encore que vos établissements aient une filière de compost qui accueille ce type d'emballage, ou qu'en tout cas, les cartons, quand ils arrivent dans les services médicaux, soient réellement recyclés. Donc, l'idée, c'est de pouvoir les expérimenter avec vous pour réduire les déchets. L'autre volet porte sur les études cliniques et les outils de formation. Pour vos études cliniques ou pour former votre personnel, bien souvent, vous êtes obligé d'acheter du matériel. Et ce matériel, au final, ne sert que sur une durée limitée. Pour les études cliniques, de quelques mois à 3 ans maximum. Pour les outils de formation, c'est parfois simplement sur quelques jours, quelques semaines. Et l'idée serait de passer d'un achat de matériel à une location ou pourquoi pas un achat mutualisé entre plusieurs établissements de notre région. Et c'est ainsi que nous souhaitons développer l'économie de la fonctionnalité. Quelle implication pour vos établissements? Si l'on parle de la réduction des déchets qui concerne les consommables et l'emballage, le projet s'adresse à tout type d'établissement, CHU, clinique, centre hospitalier. Ça nécessite du temps de votre personnel, ça ne nécessite pas de coûts financiers et il n'y a aucun moyen matériel spécifique à y dédier. Les réunions peuvent être réalisées soit dans vos locaux, soit en visioconférence, soit dans nos locaux. L'organisation est extrêmement souple pour être la plus adaptée à votre temps. Au niveau du planning, il s'agirait de 4 jours répartis entre novembre 2023 et juin 2024. Et qui est concerné, 3 personnes par établissement, un référent qui permettra de donner les coordonnées de l'entreprise et des personnes concernées dans votre établissement, un responsable, une personne dans un de vos services de réanimation, soins intensifs ou unité de soins continus. Ça peut être une aide-soignante, une infirmière, un médecin, une cadre de santé. Et une dernière personne qui serait plutôt quelqu'un qui travaille au service de biomédical ou un logisticien ou une personne en charge de la transition écologique. Pour la partie économie de la fonctionnalité, les établissements sont tous concernés également, les CHU, les cliniques et les centres hospitaliers. Les moyens nécessaires, c'est du temps de personnel et l'achat ou la location de notre dispositif SleepScan, ce qui donne une latitude de budget extrêmement vaste qui peut aller de 5 000 à 75 000 €. La durée serait de minimum 6 semaines, mais qui serait répartie sur 3 ans, de 2023 à 2026. C'est un service qui est amené à tester ce matériel par établissement. Et les bénéfices que vous pouvez en tirer, c'est l'utilisation d'un matériel qui est innovant, qui va favoriser la cohésion d'équipe, puisque tout le personnel est concerné par la prise en charge du sommeil du patient, c'est-à-dire de l'agent d'entretien jusqu'au médecin, en passant par les aides-soignants et les infirmiers. La performance, les bénéfices financiers également par l'établissement, et ça permet de favoriser la recherche clinique ainsi que la recherche paramédicale.
Et je suis Maude de la Bellissu, donc je suis la présidente et la CEO de Somno Engineering. J'ai l'habitude de collaborer avec les établissements de santé et de former les professionnels de santé. J'ai également une spécificité dans le management de l'innovation et la conduite de changement. Donc, soyez sereins, je serai tout à fait adapté mon discours aux personnes que vous choisirez de nous confier pour travailler sur ces sujets. Xavier Drouot, qui est notre conseil scientifique, est professeur de médecine au sein du CHU de Poitiers. Il est chercheur et enseignant au sein de l'Université de Poitiers, chercheur INSERM. Il a l'habitude de diriger des études de recherche et c'est surtout un expert mondial du sommeil en réanimation. Il est l'auteur de publications. Donc, quand on parle d'économie de la fonctionnalité avec des études qui pourraient être mises en place, ce sont également des publications pour vos établissements possibles et des points SIGAPS à récupérer. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre écoute pour les questions. Merci beaucoup, Maude. Alors, est-ce qu'il y a des questions parmi les établissements? Cette réunion a été très claire, donc. J'ai fait rapide au vu de l'heure. Non, mais ouais, c'est bien. Moi, du coup, je me demandais les 4 jours pour le premier, pour l'emballage et pour le. En quoi ça consiste les 4 jours de test ou d'accompagnement? C'est quoi? Alors, c'est pour pouvoir suivre le chemin des dispositifs médicaux au sein de chaque établissement, c'est-à-dire de la réception qui se fait bien souvent par les services de biomédicaux ou par les pharmacies, selon la typologie, dispositif ou plutôt consommable, et ensuite de suivre tout le parcours du dispositif jusqu'à ce qu'il atterrisse dans le service, voir du coup ce qu'il reste comme déchets une fois qu'il arrive dans les services, et entre fait, voir les déchets, les cartons, l'emballage ou les consommables, ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'il y a des emplacements spécifiques pour les cartons? Est-ce qu'effectivement, il y a du compostage dans l'établissement? S'il n'y en a pas, quelle est la vision de l'établissement à court, moyen, long terme? Pour que, si effectivement on fait le plus bel emballage éco-conçu, par exemple compostable, si aucun établissement n'envisage du compost dans les 5 à 10 années, c'est peut-être pas la solution idéale. Il faut peut-être mieux dans ce cas-là être sur un monomatériau qui peut être le carton, le calage, comme on en avait discuté, et dans ce cas-là, plus tard, passer sur une solution compostable pour que ça soit vraiment adapté aux besoins. Les consommables pour le bandeau, c'est plutôt effectivement suivre ce parcours-là, voir quelles sont les habitudes de nettoyage, désinfection de ce qui existe déjà et qui s'en rapproche, c'est-à-dire les harnais de ventilation ou d'oxygène à haut débit. Si effectivement il n'y a pas de possibilité de désinfection dans l'établissement, dans ce cas-là, nous, on fera le travail de rechercher un matériau produit localement comme le chanvre, par exemple, et de pouvoir ensuite le tester au sein d'une cohorte de patients avec les soignants pour s'assurer que pour le patient, c'est confortable et que pour les soignants, ça n'est pas plus contraignant que le tissu actuellement utilisé. Les électrodes, on les récupère déjà dans des boîtes avec une entreprise régionale avec laquelle ADI nous avait mis en relation. Et donc, on a un système et on teste actuellement la récupération des électrodes. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Après, donc, vous pouvez rentrer de toute façon en contact avec Maude. On a donc tes coordonnées. On va envoyer la présentation avec les coordonnées de tous les projets, de tous les porteurs de projets. Il ne faudra pas hésiter. Alors, je prends le relais de Gaëlle. Donc, bonjour à tous. Voilà, dans notre rôle à l'ADI qu'on s'est donné pour cette AMI, oui, pardon, c'est moi qui peux partager. Je vais vous repartager la présentation. Voilà. Donc, pour les prochaines étapes. Donc, merci encore à nos projets, enfin, nos porteurs de projets qui nous ont présenté leur proposition de l'expérimentation. Donc, voilà, on a fait l'étape 0, hein, c'est bien, il nous en reste encore quelques-unes. Donc, voilà, on s'est dit,
suite à cette présentation ici aujourd'hui, on vous laisse, vous, établissements de santé médico-sociaux, on vous laisse vous rapprocher des entreprises qui vous intéressent, des projets qui vous intéressent, pour leur poser des questions, aller plus loin et voir monter une expérimentation. Nous, on sera toujours en soutien en particulier des entreprises avec qui on va garder évidemment le lien et on va suivre l'expérimentation grâce à des points particuliers, des points bien définis avec les entreprises. On s'est également dit, puisque voilà, on est de cultures tous différentes, on a des équipes qui seront pluridisciplinaires, il est important pour nous, il nous semblait important de rappeler que une bonne gestion de projet, c'est un critère de succès pour ces expérimentations. Donc, on vous conseille fortement à mettre donc la gestion de projet en place pour ces expérimentations. C'est peut-être des choses déjà évidemment que vous connaissez, notamment la contractualisation, peut-être des conventions de partenariat dans lesquelles voilà, on reprend un peu tous les éléments en fait attendus dans le projet, les éléments attendus de chaque partenaire, les éléments voilà, qui sont aussi sur des aspects de confidentialité, de propriété intellectuelle. Il y a également aussi peut-être entre vous à vous mettre d'accord sur évidemment le rôle de chacun, sur la durée également. On en a un petit peu parlé dans les présentations, mais c'est peut-être aussi mettre en place un petit peu tout le planning de ces projets. Les livrables également, qui pourront être éventuellement d'ailleurs communicables en fin de projet. Donc, on pourra peut-être valoriser, c'est ce qu'on cherche aussi à faire, mais c'est ce que peut-être vous aussi, vous cherchez tous à faire, c'est de valoriser et peut-être d'essaimer ces pratiques. On a aussi parlé, quelques-uns en ont parlé dans nos porteurs de projets, des comités de pilotage. Donc, essayer voilà, de piloter avec les personnes référentes, que ce soit dans l'établissement de santé et dans l'entreprise. Donc, ça, c'est vraiment pour l'étape de gestion de projet et de mise en place en fait, de cette expérimentation. Après, il y aura évidemment toute la réalisation de l'expérimentation. On continuera donc évidemment à participer à quelques réunions. Il y aura évidemment très certainement une réunion de lancement. On appelle ça en mauvais français des kick-offs, n'est-ce pas? Donc, ça sera entre vous, entre établissements de santé, entreprises, puis on y participera. Des réunions peut-être de copines. On vous laissera dérouler le projet et puis on aura un bilan. Ça, je pense que ça sera vraiment super intéressant. Je crois qu'on va retirer très certainement beaucoup de résultats et on pourra, on l'espère, pouvoir partager au plus grand nombre à toute la communauté qui est autour là aujourd'hui des écrans. Je pense que tout le monde est intéressé pour savoir comment se passeront ces expérimentations et quels seront leurs résultats. Et on a prévu, on vous le dit déjà, notez, alors on n'a pas encore la date, en septembre 2024, donc l'année prochaine, quand on aura fait la deuxième vague d'AMI, on aura d'autres lauréats. On compte valoriser les lauréats et leurs résultats et votre participation, vous, en tant qu'établissement de santé. Donc voilà, donc ça sera vraiment quelque chose qui pourra mettre en lumière tout ce travail-là. Donc c'est aussi important quand même de valoriser l'investissement de chacun et des résultats en région, parce que ça se passe en région. C'est aussi important de le faire. Et juste rapidement, mais ça, ce sont voilà, les bonnes pratiques qu'on peut se redire. On vous laissera le support de présentation, c'est les bonnes pratiques de la gestion de projet. Voilà, ça, je vous apprends très certainement rien, mais voilà, c'est identifier les personnes, se dire quels sont les rôles, voilà, capitaliser un maximum sur toutes les étapes, partager les résultats, et puis voilà, avoir ces fameux copiles où on peut discuter des points bloquants, des opportunités, peut-être de changement un petit peu du projet. Enfin voilà, c'est important de se réunir et d'échanger, de prendre le temps. Et je sais que ce n'est pas toujours évident pour tous. On vous a mis aussi là sur la droite pour moi, tout ce qui est en fait, ce qui nous semble important à reprendre dans vos futures conventions de partenariat. Alors très certainement, peut-être côté entreprise ou côté établissement de santé, médico-sociaux, vous avez des modèles, peut-être déjà de conventions de partenariat, vous avez l'habitude, peut-être d'autres un peu moins. Donc voilà, là on a repris juste, on s'est dit avec Gaëlle qu'on pouvait reprendre les grandes parties
ou les grands sujets qu'on doit discuter, qui doivent être discutés plus ou moins en profondeur, hein, suivant les projets, entre l'entreprise et l'établissement de santé. Voilà, tout ce qui est l'engagement de chacun. Bon, ça reprend un peu le cadre en fait du projet avec l'objet, la durée, mais aussi tout ce qui est propriété intellectuelle, confidentialité des résultats. C'est aussi tout ce qui est données de santé, possiblement, qui seront manipulées. Et puis tout ce qui est communication, voilà, résiliation du partenariat, ça vous connaissez également, donc des aspects plutôt aussi juridiques. Voilà. Alors c'est important d'avoir un cadre un peu défini quand même, hein, dans une expérimentation, dans tout projet, quand on est en partenariat. Voilà. Donc ça, c'était pour se redire un petit peu les bonnes pratiques et pouvoir échanger peut-être dans un même référentiel. Voilà. Et on a donc, voilà, encore prévu quelques minutes parce qu'on est bon sur à peu près sur le timing. On est peut-être voilà, on peut se donner encore 2 minutes peut-être si ça vous convient pour d'éventuelles questions sur l'AMI, sur le déroulement peut-être. Est-ce que c'est très clair ou je pense que certains nous quittent si on n'a pas d'autres questions. Vous avez aussi nos coordonnées, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, de toute façon, voilà, on vous laisse discuter, échanger un maximum avec vous, établissement, avec les entreprises, nos interlocuteurs. Et puis, nous, on reprendra de toute façon des nouvelles de chaque projet au fur et à mesure. Merci à tous. Bon, super, merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci à vous. Merci, bon après-midi. Merci.